ben voilà, bonjour à tous. Donc les enregistrements sont lancés. Bonjour à nos amis qui regarderont ça en différé. Et nous allons donc parler aujourd'hui, donc et en français, du Brexit. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er janvier? Alors, c'est les conséquences du Brexit. Le Brexit, il est en route depuis 2016. On a eu une première période qui était une période transitoire, hein, depuis entre janvier 2020 et décembre 2020. Et puis depuis décembre 2020, depuis le 31 décembre, donc maintenant depuis 9 mois, on est dans le Brexit. Le Brexit a eu lieu et les nouvelles règles s'appliquent. Alors, il y a deux documents qui sont absolument essentiels si vous faites des affaires avec l'Angleterre, enfin avec la Grande-Bretagne, pardon, puisque dans la Grande-Bretagne, il n'y a pas que l'Angleterre, il y a l'Écosse, il y a le Pays de Galles, il y a l'Irlande du Nord. Donc voilà. Si vous faites des affaires avec les Britanniques ou si les Britanniques font des affaires avec vous, ce qui revient au même, il y a deux documents qui sont essentiels. C'est l'accord de retrait qui avait été signé au mois de novembre donc 2019, qui a établi les premières règles, notamment pour la période de transition, mais un petit peu après également. Et puis surtout, il y a l'accord commercial, le Trade and Cooperation Agreement, alors en français, l'accord commercial et de coopération qui a été signé à Noël entre Boris Johnson et les représentants de l'Union. Donc c'est ce document qui détermine aujourd'hui les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, il y a deux aspects dans ce document, il y a deux aspects clés. C'est les échanges de marchandises et l'autre aspect, c'est les échanges de services. Alors, on va les traiter différemment parce que il y a des accords, enfin, il y a un accord qui est très clair pour les échanges de marchandises. Pour les échanges de services, c'est le néant, ou quasi. Boris s'est beaucoup réjoui des accords sur les... Alors, on va commencer par les marchandises. Pour les marchandises, alors d'abord, c'est un impact qui est très important. L'Union envoyait en 2019, l'Union européenne envoyait 13% de ses marchandises en Grande-Bretagne, et les Grands-Bretons, si je peux les appeler ainsi, envoyaient 50% de leurs marchandises dans l'Union. Ce qui veut dire que les changements de donne sont assez impactants. En fait, il y avait des règles. L'Union européenne avait un certain nombre de règles qui faisaient que les biens pouvaient circuler de façon libre, sans taxe particulière, sans taxe douanière. Ces règles, évidemment, les règles européennes aujourd'hui ne s'appliquent plus à la Grande-Bretagne. En revanche, l'accord qui a été signé a en quelque sorte réintégré les règles européennes dans l'accord. Ce qui fait que quand la Grande-Bretagne nous dit on peut toujours échanger sans respecter les règles européennes, légalement c'est vrai. Mais en réalité, ils doivent toujours respecter les règles qui ne sont plus des règles européennes, mais qui sont des règles définies par l'accord commercial qui a été signé. Alors, en particulier, le zéro taxe est conditionné à l'origine des biens, c'est-à-dire que si vous importez des biens depuis la Grande-Bretagne et que ces biens sont manufacturés, par exemple, en Chine et non pas donc une origine britannique, eh bien, en fonction du pourcentage ou du poids de matériel étranger, entre guillemets, eh bien, la taxe va effectivement s'imposer. Si la Grande-Bretagne demain se met à faire par exemple du dumping social ou à subventionner des sociétés qui font des biens qui vont être importés dans l'Union, à ce moment-là, il y aura également des taxes. Donc en réalité, il y a ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire que l'accord qui a été signé contient un certain nombre de conditions, de règles, alors qui ne sont plus les règles européennes, mais qui sont quand même des règles, qui sont en réalité un copier-coller de ce qu'il y avait avant. Tant que la Grande-Bretagne respecte ses règles, il n'y a pas de taxe. Tant que l'Union respecte ses règles, il n'y a pas de taxe pour aller en Grande-Bretagne. Demain, si ça bouge d'une oreille, il y aura des taxes. Voilà. Donc, j'allais dire de ce point de vue-là, du point de vue de la taxe de base, on peut effectivement dire qu'en l'état, il n'y a pas de conséquences dramatiques pour la Grande-Bretagne. En revanche, ce que l'accord effectivement a mis en place, c'est la déclaration douanière.
Ce qui veut donc dire que même s'il n'y a pas de taxe, il y a bel et bien une déclaration douanière, c'est-à-dire une procédure administrative qui n'existait pas avant et qui a été surajoutée comme elle existait il y a 40 ans, avant que les Britanniques ne rentrent dans l'Union. Et donc tout cela, ça a un coût, ça a un temps d'abord, parce que au lieu de prendre le matériel à Paris et de l'emmener à Berlin, il est livré le lendemain, et de le prendre à Londres et de l'amener en Autriche et il est là le lendemain, eh bien, il va falloir remplir des documents, il va falloir remplir des documents de transport, remplir des documents douaniers, et tout cela, ça a un coût. Donc, des délais et des coûts. Alors, il y a une autre incidence du Brexit qui est en train d'apparaître, que vous avez peut-être suivi, qui n'est pas lié à la douane, mais qui est lié au transport, c'est qu'il y a un certain nombre de chauffeurs qui ne peuvent plus aller travailler en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est à peu près à court de 25% de son staff de chauffeurs. Le staff chauffeur en Grande-Bretagne, c'est entre 380 et 400 000 personnes. Aujourd'hui, il leur en manque 100 000. Donc, voilà, l'échange de marchandises est évidemment toujours possible, mais comme vous le constatez, il est soumis, il est conditionné au fait que ni l'Union ni la Grande-Bretagne, qu'ils respectent des règles qui ont été intégrées dans cet accord. Dans cet accord. Et puis, bien sûr, il y a des conséquences au niveau du transport, comme on vient de le voir. Voilà, en gros, les grandes lignes qu'on peut détacher du Brexit sur cet aspect de transport de marchandises, de biens commerciaux, que la profession, la outdoor, et en particulier le kayak, le raft, le SUP, on le voit ici, hein, il y a du matériel britannique également. Il va y avoir un certain nombre de dispositions qui commencent à se mettre en place. Les échanges ont été extrêmement limités parce que tout était fermé avec le Covid. Donc c'est vrai que ça a un peu effacé les effets du Brexit depuis le 1er janvier. Mais maintenant que les affaires commencent à se reprendre, d'un seul coup, on se réveille un peu. Il y a une espèce de coma, une espèce de léthargie. Moi, j'ai au téléphone des Britanniques tous les jours parce qu'on a énormément de membres ou de clients. J'interviens aussi pour une société qui fait du conseil juridique pour ses ressortissants européens. Et on a très clairement aujourd'hui un réveil en disant ah bon, bah, ça y est, on sort, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc si vous faites des affaires avec la Grande-Bretagne, attention, délai, un certain nombre de coûts supplémentaires. Alors, encore une fois, si vous importez 1000 kayaks d'un seul coup, la charge douanière va être relativement faible, hein, puisqu'il n'y a pas de taxe. Donc, faire des papiers, que ce soit pour un listing de 2 kayaks ou de 1000 kayaks, bon. En revanche, si vous importez des kayaks une fois à la fois, eh ben, chaque fois, il faut refaire les papiers. Et donc, l'incidence de cette paperasse douanière est beaucoup plus importante si vous importez un kayak à la fois, et ça peut représenter un pourcentage, voire la marge. Je citais ce matin l'exemple d'une société qui fait pas des kayaks, c'est une société britannique qui fait du matériel de fencing, je ne sais pas comment on dit en français, les épées, les fleurets, les casques pour les escrimeurs, enfin du matériel d'escrime, et qui exporte dans toute l'Europe, mais qui exporte des paniers moyens à 300 €. Quand vous mettez une paperasse qui vous coûte 50 €, qui vous coûte 15%, alors que vos paniers moyens c'est 300, vous bouffez votre marge. Donc les malheureux, il va falloir qu'ils arrêtent d'exporter en Union. S'ils en exportent 1 million, forcément, bon. Alors il y a un certain nombre je discutais ce matin d'ailleurs avec un distributeur français qui travaille avec des exportateurs britanniques. Ils sont en train de monter une plateforme et effectivement ils vont trouver des solutions pour avoir une pré-exportation en quelque sorte et puis ensuite une distribution. On imagine bien le modèle qui va être suivi. Mais c'est une question, c'est un bouleversement dans les relations commerciales que vous pouvez avoir avec la Grande-Bretagne et il faut s'y préparer, il faut être au fait de cette situation. Alors il y a un deuxième élément qui est particulièrement intéressant, qui est surtout traité par cet accord commercial, c'est la livraison des prestations de services. Alors, c'est très important dans la outdoor parce que une fois que les SUP sont vendus, une fois que les kayaks sont vendus, une fois que tout ça est vendu, que le matériel est vendu,
eh bien, il est vendu à un certain nombre de gens, des tour opérateurs, des gens qui ont des bases de rafts, des bases de kayak, des bases de ce qu'on veut, des bases d'outdoor, hein, comme on en a des dizaines qui sont membres. Il y a à peu près en Europe, il y a à peu près 20-25 000 sociétés qui font du parcours acrobatique en hauteur, du ski, du VTT, du raft, du kayak, de la plongée sous-marine, etc. Il y en a à peu près 1 millier qui sont membres de notre organisation, donc on les connaît bien, on voit bien comment ça se passe. Et chez ces gens, eh bien, soit c'était des sociétés britanniques qui venaient livrer la prestation depuis la Grande-Bretagne, soit c'était des travailleurs indépendants britanniques qui venaient être guides de raft. Enfin, je veux dire, on le sait tous, les Britanniques ont toujours été des joueurs extrêmement sérieux en matière d'outdoor, tant du point de vue de la production de matériel que de la formation professionnelle, que ce soit en canoë, en raft, en escalade, etc., ou le tour operating. La relation de prestation de service avec la Grande-Bretagne est évidemment extrêmement importante dans l'outdoor. Je fais expliquer à personne le poids des Britanniques dans l'outdoor. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme situation ? L'accord commercial prévoit 4 grandes possibilités de relations pour livrer des prestations de services. Alors, il y en a 2 qui sont vues du côté britannique et il y en a 2 qui sont vues du côté de l'Union. Alors, si je me mets du côté britannique, j'ai 2 possibilités. Je suis une entreprise commerciale, je veux envoyer mes salariés livrer une prestation. Ou bien, je suis un travailleur indépendant et j'ai des clients avec moi, ou bien je veux aller en France ou en Italie pour livrer des prestations de kayak, par exemple, pour une base de raft ou pour je ne sais pas qui, avec qui j'ai un contrat commercial. Donc je suis en tout cas du côté britannique et je veux aller en Italie ou je veux aller en France. Alors dans ces cas-là, c'est plus la fête. C'est-à-dire que, alors là, on traite de la partie permis de travail, parce que tout à l'heure, je vous parlerai de la partie reconnaissance des qualifications. Parce que vous savez très bien que pour travailler dans les pays qui réglementent les activités d'outdoor, il y a ces 2 facettes. Il y a le droit au travail et puis il y a la reconnaissance des qualifications. Alors pour le droit au travail, je suis donc ici en Grande-Bretagne, je veux aller en Italie ou en France. Si j'envoie des salariés, grosso modo, il va falloir, pour faire simple, les conditions aujourd'hui qui ont été déterminées, par la volonté d'ailleurs au départ des Britanniques, c'est d'avoir des qualifications élevées. Donc les conditions en tant que salarié d'une boîte, c'est que je sois salarié de cette boîte depuis 1 an, au moins. Alors vous imaginez tout de suite chez les tour opérateurs qui est salarié depuis 1 an, les chalet girls, les guides de raft, évidemment qui ne sont pas salariés à l'année, donc ça devient très compliqué. Il faut que j'ai 3 ans d'expérience professionnelle. Il faut que j'ai un diplôme universitaire ou équivalent. Ça fait beaucoup de conditions. Ça n'est pas infaisable, mais on se rend compte que ça fait beaucoup de conditions. Si je suis travailleur indépendant, il n'y a plus de question d'1 an puisque je ne suis salarié de personne. En revanche, mon expérience professionnelle doit être de 6 ans. Alors quand on sait qu'on travaille dans nos métiers d'outdoor, on travaille en saison. Je vous laisse de 3 mois ou de 4 mois. L'été, l'hiver, c'est des saisons de 3-4 mois, hein, on le sait tous. 6 ans d'expérience professionnelle, ça veut dire que j'ai 12 saisons dans les pattes. Donc si j'ai été qualifié à 20 ans, avant d'avoir 32 ans, je ne peux pas trop espérer travailler en Europe. C'est donc très compliqué. Alors, d'une façon ou d'une autre, on voit bien que ça va être un peu plus compliqué que ça ne l'était avant. Maintenant, si je me mets du point de vue de l'Union, c'est-à-dire que je suis une entreprise commerciale en Italie, ou en France ou en Allemagne, bien évidemment, et je veux aller salarier un moniteur, un Britannique qui fait du kayak, qui fait du raft ou qui fait je ne sais pas quoi. Alors, c'est un petit peu moins conditionné. Et alors, pourquoi ? Parce que, d'un point de vue politique, quand les Britanniques veulent venir travailler en Europe, c'est vu par le politique européen comme une concurrence qui vient faire la concurrence aux Européens. En revanche, quand je suis une société européenne et que je veux embaucher des Britanniques, c'est vu par le politique comme une situation où j'ai un développement économique et j'ai besoin d'un salarié britannique pour me développer économiquement. Donc vous voyez que les 2 entrées ne sont pas perçues politiquement de la même façon et ne sont pas traitées de la même façon par l'accord commercial et par les politiques.
Et donc, si je suis une société italienne, par exemple, et que je veux des salariés britanniques, les conditions vont être un petit peu plus souples que si je viens de l'Angleterre. Quoi qu'il en soit, et même si elles sont un petit peu plus souples, il va falloir que je dépose, en France par exemple, une demande de permis de travail en tant que société. Alors, l'idéal, c'est la société de travail temporaire, parce que c'est encore plus considéré par le gouvernement comme une assistance à un développement économique national et non pas comme une concurrence. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez des relations, donc vous le voyez, les deux aspects sont assez différents. Il y a donc ces 4 solutions, hein, la société britannique qui envoie un salarié, le travailleur indépendant qui vient en Europe, la société française qui veut embaucher un salarié britannique ou l'agence de travail temporaire qui veut l'embaucher pour le placer dans une société. Je favoriserais plutôt la situation de salariés français, enfin de structures françaises qui embauchent un Britannique. Ce sera plus facile, à mon sens, dans ce sens-là, que dans le sens, c'est le Britannique qui vient de son propre chef. Et si vous avez la possibilité, surtout au départ, d'utiliser une agence de travail temporaire, je vous recommande aussi cette solution qui est plus favorable dans le traité, dans l'accord, qui est expressément annoncé, qui est expressément traité. Je vous recommande d'utiliser cette solution. En tout état de cause, il va falloir, même depuis la France, il va falloir faire poster l'offre d'emploi auprès de Pôle emploi pendant 3 semaines, 4 semaines. Il va falloir faire un dossier au ministère de l'Intérieur. Il va falloir obtenir de la directe une autorisation de travail qui est extrêmement contraignante puisque une fois qu'on a l'autorisation de travail, il faut respecter le salaire qu'on avait prévu, la date d'embauche qu'on avait prévue, le lieu de travail qu'on avait prévu. Enfin, je veux dire, c'est pas super souple. C'est pas super souple. Donc, encore une fois, l'embauche de Britanniques reste possible, mais vous le voyez, selon les options que vous prenez, dans des conditions qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins agréables. Donc là encore, il va falloir s'y prendre bien à l'avance. Moi, je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de clients qui nous ont contactés, des tours opérateurs, etc. Il y en a un certain nombre, on leur a dit le premier hiver ou le premier été, puisque vous le savez, dans la outdoor, on raisonne en hiver ou en été. Enfin, en gros, si vous pouvez prendre des Hollandais, ben voilà, quoi. Parce que nous, on a fait des tests avec la Directe, avec le ministère de l'Intérieur. Enfin, on a fait des tests, voilà, on a obtenu des résultats. Par exemple, on a fait des tests avec des accompagnateurs moyenne montagne, on est en train de faire des tests avec des kayakistes, on est en train de faire des tests avec des moniteurs de ski. Ben, voilà, le test, il a pris 3 mois. Donc, alors qu'avant, enfin, vous le savez tous, dans les stations de ski, dans les bases de raft, on embauchait un Britannique comme ça, quoi. Donc voilà, soyez vigilants et ne sous-estimez pas le temps de paperasse, les 3 mois, enfin... À mon avis, une embauche pour la saison d'été, à partir du mois de juin, vous démarrez à partir du mois de janvier-février pour vous mettre en place si vous voulez un Britannique. Parce que si vous vous attaquez au mois de mai, c'est même pas la peine, quoi. Voilà ce qu'on peut dire sur cet aspect du permis de travail. Alors, il y a un deuxième aspect dans la relation, de travail, c'est la reconnaissance des qualifications. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en Europe, il y a un certain nombre d'États membres qui réglementent la profession d'animateur, de moniteur, comme on veut l'appeler, d'outdoor. Alors il y a des pays qui réglementent pas ou peu. Par exemple, ma grand-mère pourrait très bien être monitrice de surf au Portugal ou monitrice de ski en Belgique sur une piste artificielle. En revanche, encadrer du kayak en France ou en Italie, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que ce sont des professions réglementées. Et donc, pour pouvoir travailler, il faut que la qualification soit reconnue par l'autorité compétente. Alors, auparavant, j'ai posé la question. Alors, là, j'ai posé la question à Maître Planès, avec qui on travaille régulièrement, qui aujourd'hui doit gérer 70 ou 80 affaires au tribunal administratif sur la reconnaissance des qualifications et qui est donc un spécialiste qui nous dira 2 mots de la nouvelle procédure. Bon. Jusqu'à présent, comment ça se passait ?
il y avait deux procédures, la libre prestation de service et le libre établissement. Donc si je voulais venir en tant que Britannique ou en tant qu'Allemand travailler en France pour une saison, et puis rentrer chez moi derrière, c'était la libre prestation de service. Je faisais une déclaration et en principe, il y avait une reconnaissance. S'il n'y avait pas de reconnaissance, c'était à l'État membre d'accueil de prouver que ma qualification n'était pas suffisamment bonne. Et puis, il y avait le libre établissement. Là, c'est si je voulais venir en France, m'établir comme guide de raft ou moniteur de kayak. Eh bien, c'était une procédure un petit peu différente où je devais me déclarer. Et là, c'était si je voulais venir habiter en France, payer mes impôts en France, envoyer mes enfants à l'école en France. Enfin bon. Donc voilà, il y a ces deux procédures qui sont prévues par la directive. La directive 2005-36, qui a été modifiée en 2013 et qui s'applique dans toute l'Europe depuis le 18 janvier 2016. Donc il y avait ces deux procédures. Soit je viens un petit coup avec des clients ou pour une structure locale, et puis je rentre chez moi et je paye mes impôts chez moi. Soit je viens m'établir. Alors bien évidemment, cette directive, elle ne s'applique plus aux Britanniques. Les Britanniques, c'est terminé. Ils ne sont plus citoyens de l'UE. Alors non seulement, et ça c'est assez, il faut bien le garder en mémoire, non seulement cette directive ne s'applique plus aux Britanniques, mais elle ne s'applique plus aux Européens qui ont une qualification britannique. Parce que la condition pour que la directive s'applique à vous, c'est que votre nationalité soit de l'Union, mais que votre diplôme soit de l'Union. Alors, on est interrogé par exemple par des Britanniques qui nous disent « Ah, mais on a pris la nationalité irlandaise ». Bah ouais, sauf que ça ne change rien. Parce que toi, tu es devenu irlandais, mais ta qualif, elle est toujours britannique. Donc, la directive ne s'applique pas à toi. Ah oui, mais ça va être possible. Ben si, ça va être possible. Brexit is Brexit. Enfin, je veux dire, voilà, et c'est là qu'on a des réveils qui sont un petit peu tendus chez certains de nos amis britanniques, qui restent nos amis, hein, je veux dire, mais voilà, la situation a changé de façon assez dramatique. Alors, j'ai posé la question à Philippe Planès, tu vas pouvoir nous le présenter. J'ai posé la question à Philippe Planès pour lui dire, aujourd'hui, comment, à ton avis, ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour les Britanniques, puisque la directive ne s'applique plus? En ce qui concerne, par contre, les nouveaux entrants, ceux qui feraient des demandes aujourd'hui, eh ben, on est un peu dans le flou parce que, enfin, dans le flou, on n'est pas dans le flou. On va bien comprendre que les pays membres vont faire payer, soyons clairs, hein, ils vont faire payer aux Britanniques leur sortie de l'Union européenne, et donc ils vont tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir exercer une activité en France. Ou, alors moi je parle de la France parce que c'est le pays que je connais, mais ne vous y trompez pas, quand vous irez en Allemagne, en Italie ou en Autriche, enfin où vous voulez faire vos activités de kayak, je pensais au pays qui avait un peu de montagne, vous verrez, ce sera très compliqué parce que le processus sera bien différent, il n'y aura aucune automaticité, vous n'avez aucun délai impératif de traitement de votre dossier. Donc, déjà que nous rencontrions des résistances administratives dans les pays de l'Union entre membres de l'Union européenne, je peux vous dire que là, les délais de traitement seront incommensurables. On vous demandera toujours des papiers complémentaires. On vous dira que vous ne prouvez pas. Alors là, c'est complètement différent puisqu'il va falloir prouver, il va falloir faire des démonstrations sur le contenu de votre diplôme, on vous demandera de les traduire, enfin on vous mettra tout ce qui est possible, ce sera très très compliqué. Et donc je crains que les délais de traitement soient très longs, que les réponses soient négatives pour la plupart, qu'il faille ensuite engager des procédures dans le tribunal administratif, puisqu'en France vous avez une juridiction spécialisée pour contester les décisions de l'État. Donc ce sera long. Alors si vous avez le même diplôme ou la même qualification que de personnes qui ont ces qualifications et qui ont vu la reconnaissance s'appliquer en France au préalable, on pourra se prévaloir sans doute de jurisprudence en disant si cette qualification, nonobstant, mais ce sera sur un autre terrain juridique, nonobstant le fait que je ne suis pas dans l'Union européenne, cette qualification a été validée par l'Union européenne. On ne pourra pas, par exemple, si on prend l'exemple de l'accord sur le CTT, anciennement MOU en ski, vous aviez une liste de qualifications qui était considérée comme d'exercer sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, une activité de moniteur de ski. Bon ben,
si votre qualification figurait sur cette liste, vous pourrez quand même vous en prévaloir en disant mais l'analyse de l'équivalence a déjà été faite. Je vous démontre, c'est un élément probatoire, mais ce n'est plus un élément de droit automatique. Mais ça implique qu'il y aura une bagarre juridique pour pouvoir faire reconnaître ces droits, ce qui veut dire que pendant cette période-là, un certain nombre de Britanniques ne pourront pas intervenir sur le territoire de l'Union européenne, en tout cas pays par pays. Et surtout, ça implique qu'il faudra engager des procédures, ce qui a un coût nécessairement. Donc, la bataille ne fait que commencer et c'est très compliqué pour les Britanniques qui n'ont pas fait de déclaration avant le 31 décembre 2020. Alors, oui, tout à fait, Jean-Yves, la difficulté se rajoute. Je vais poser la question pays par pays. Au sein de l'Union européenne, pour ce qui s'applique encore pour tous les États membres de l'Union européenne, la reconnaissance des qualifications, bien qu'elle soit facilitée par les directives, se fait déjà pays par pays. C'est-à-dire que si vous avez une qualification qui est reconnue en France, elle n'est pas automatiquement reconnue en Italie, sauf, je vous donnais l'exemple du CTT, anciennement MOU dans le ski, qui prévoyait un accord, et c'est un accord supranational et multilatéral qui permet de faciliter la reconnaissance dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais déjà préalablement, quand vous ne bénéficiez pas de cet accord multilatéral, votre reconnaissance en France ne permettait pas automatiquement d'aller travailler en Italie ou en Autriche, par exemple. Donc, il fallait quand même recommencer une démarche de déclaration. Ah, donc vous le constatez, lorsque vous avez été reconnu par une administration membre de l'Union européenne, on voit bien que sur cet aspect de permis de travail, il y a déjà une... Mais ça, c'était avant. Ça va être un petit peu plus compliqué. En ce qui concerne sur l'aspect de la reconnaissance des qualifications, aujourd'hui, on voit bien que ça va être également assez compliqué. Et puis, il y a ce point qui souvent est oublié. Il y a un certain nombre de gens qui nous disent « Ah, mais moi, j'ai le droit de travailler en France, donc j'ai le droit de travailler en Italie. » Eh bien non, sans la directive, que ce soit du point de vue du permis de travail ou que ce soit du point de vue de la reconnaissance des qualifications, non seulement il va falloir que les Britanniques passent à la moulinette à chaque fois qu'ils vont vouloir venir, ils viennent 15 jours, boum, dossier de permis de travail, reconnaissance de qualif, ils reviennent 15 jours, nouveau permis de travail. Alors une fois que la qualification est reconnue, elle est reconnue, bon. Mais s'ils veulent aller faire la même chose en Italie, boum, redossier de permis de travail en Italie. Puis s'ils veulent aller 15 jours avec leurs clients en Autriche, boum, redossier en Autriche. Pour venir travailler en France, pour livrer une prestation de service. Moi, on a des clients ou des membres dans notre organisation ou des clients dans la société commerciale avec laquelle j'interviens. Ils avaient l'habitude de venir avec des groupes faire une semaine de kayak en France, une semaine de kayak en Italie et puis 3 jours en Autriche. Les pays membres de l'Union européenne, bon courage. De fait. Donc voilà, encore une fois, ça n'est pas infaisable, mais les conditions ont énormément changé. Les autres ressortissants européens. Voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, enfin nous en l'état de notre expérience, alors c'est vrai que y a une forme de logique les dossiers commencent à rentrer, parce qu'en fait le Brexit c'est 1er janvier, donc les dossiers on a fait un été, mais avec le Covid ils ne sont pas descendus, tout le monde était un peu bloqué en Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, l'hiver dernier, on n'a rien fait puisque les stations étaient fermées, donc il n'y avait même pas de questions. Donc c'est aujourd'hui que les premiers Britanniques arrivent en Europe, de la outdoor, arrivent en Europe pour livrer des prestations de services. Je pense qu'il va y avoir des larmes cet hiver. L'été prochain, pour les activités d'été, kayak, RAV VTT, etc., je pense aussi que ça va... Enfin voilà, il faut rester très vigilant et ne pas sous-estimer les difficultés qu'il va y avoir pour eux pour venir travailler et bien étudier les possibilités si vous aviez l'habitude d'avoir du personnel qui était originaire de Grande-Bretagne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous passer comme information sur ce Brexit. Peut-être que vous avez des questions. En tout cas, je reste à votre disposition, évidemment, pour vous passer plus d'informations si vous le souhaitez. Je referai ce webinaire à 4 heures ce soir en anglais. Et si vous avez des gens qui sont intéressés, mais qui ne parlent pas français, vous pouvez leur dire de venir nous rejoindre. On fera ça en anglais tout à l'heure. Et puis voilà, demain, on fait une conférence sur un peu l'avenir de l'outdoor, comment les professionnels voient l'avenir. Ça peut vous intéresser, ce sera à moitié en français, à moitié en anglais. On fait ça à 10 heures demain matin, donc je vous invite à venir nous rejoindre pour cette conférence demain. On va essayer de dégager des tendances, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui se passe dans la outdoor et en particulier dans les activités d'eau, hein, mer, rivière, lac, etc. Donc ça, c'est pour demain. En attendant, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un très bon show.